Espace TV, le 22h. Mesdames et messieurs, bonsoir et c'est un plaisir de vous retrouver. Les titres de cette édition d'information. Éboulement d'une partie de la décharge publique à Conakry. Le bilan provisoire fait état de 10 morts et 7 blessés selon les autorités municipales. Sur les lieux, des citoyens dénoncent la négligence de l'autorité. La montée vertigineuse des prix des denrées alimentaires de base reste une préoccupation pour la majorité des Guinéens. Un problème qui gonfle le taux de l'autosuffisance alimentaire. Opérateurs économiques et autorités se rejettent la responsabilité. Les proches des victimes continuent de pleurer les âmes disparues dans le drame de Freetown. À suivre le témoignage d'une directrice d'école qui a perdu une cinquantaine d'élèves et ses 2 professeurs dans cette tragique inondation. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur Espace TV. Ce mardi, l'actualité est consacrée sur les fortes pluies qui se sont abattues ce matin sur Conakry et ont causé d'énormes dégâts dans le quartier Dar es Salaam. Un flanc de la décharge publique de Concasseur a cédé et s'est effondré sur des habitations. Un bilan provisoire fait état de 10 morts et 7 blessés. Les explications d'Alseni Bari et de Mohamed Alouseni Kamara. Il est 10 heures lorsque la montagne d'ordures s'écroule sur les maisons des riverains de la Compostière. Le bilan humain provisoire fait état de 5 morts et une dizaine de personnes dans les décombres, selon les autorités municipales. Le constat, il est désolant, il est triste, il est malheureux. Des enfants qu'on sort de la terre, de sous la terre, des femmes, des bébés que l'on sort sous la terre, de sous les décombres. C'est absolument triste. Certains citoyens cohabitent avec cette décharge publique depuis 1986. Des problèmes de santé avaient déjà été signalés. Ce drame donc était bel et bien prévisible. C'était prévisible. C'était prévisible. Non, il n'y a pas de disposition à prendre. Pour un premier temps, vous savez déjà qu'il y a un bilan. On ne peut pas prendre de disposition sans qu'on finisse de sortir les gens des décombres. Quand il y a un drame, on dit toujours qu'on aurait pu anticiper. Il est souhaitable que l'on anticipe et aujourd'hui certains sont morts, mais il est souhaitable que l'on prenne des dispositions pour que les cas ne se répètent pas. Aujourd'hui, les autorités se rejettent les responsabilités. D'autres accusent les citoyens. Celui qui dit la vérité, souvent ça fait mal. Ce n'est pas des lieux où vraiment des citoyens doivent habiter. C'est sûr, selon le plan cadastral de Conakry, ce n'est pas un lieu où des gens doivent habiter. On s'est adressé aux différentes autorités pour dire que cette décharge, c'est un risque. Et nous l'avons dit, nous l'avons écrit, c'est un risque, c'est vrai que c'est un risque. Et les éboulements, c'était un risque depuis longtemps. Les recherches pour d'éventuels survivants continuent. Les blessés bénéficient des soins dans les établissements sanitaires de la capitale. Pour un sinistre qui s'est produit dans la matinée, c'est dans la soirée que l'opération de secours a été engagée. Les citoyens ont dû se battre pour sauver des vies. Sur les lieux, les indignés en nombre dénoncent l'inaction des autorités face aux dangers que présente cette décharge. Jacques Lewaleno, Kadjatou Kamara et Alseni Kamara. La décharge publique de Conakry. Les ordures ont cédé sous les grandes pluies de ce mardi matin. Les habitations les plus proches ont été atteintes. Les jeunes se mobilisent pour sauver des vies. Ici, ils réussissent à sortir un vieux des décombres. Cette femme a perdu les siens bloqués par les immondices. Notre maison est entièrement détruite. Nos parents sont morts. Alpha Oumar, Abi, Mamadou, Alpha Bailo, Mariam et son mari, ils sont tous morts. Les autorités parlent de 10 morts et 7 blessés. Dans le centre de santé le plus proche, les agents se sont vite mobilisés pour administrer les premiers soins. Nous avons reçu 6 blessés au total. Maintenant, on a appelé au secours, les ambulances sont venues, les corps, d'abord on a envoyé les blessés. Comme on était trop préoccupés, personne ne les a quand même suivis. Mais parce qu'on était trop préoccupés. Donc c'est comme ça, parce que une femme enceinte,
Oui, la femme qui est décédée est une femme enceinte. Cette décharge accueille les déchets produits par les ménages de la capitale. Aujourd'hui, elle n'est plus sans danger en raison de sa promiscuité avec les habitations. Les indignés se déchaînent. Je suis touché quand même. Je suis touché, franchement. Si l'État ne joue pas son rôle, nous, on va essayer de voir ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que vous demandez à l'État? Ils poussent des ordures. Ils savent bien que c'est des humains qui sont couchés là, et non des animaux. Mais Dieu saura juger un jour. C'est dans la soirée de ce mardi que l'opération de secours s'est organisée pour un drame qui s'est produit dans la matinée. Et puis le gouvernement, dans un communiqué, a exprimé toute sa compassion. Aucune mesure claire n'a encore été dénoncée. Nous ignorons aussi le nombre exact de personnes qui se trouvent enfouies dans les décombres. La construction anarchique est un facteur non négligeable. À Dabondi, par exemple, chaque année, des habitations construites sur les rochers s'effondrent, entraînant des dégâts matériels importants, mais aussi des pertes en vies humaines. Pour le pire des cas, les populations s'entêtent face à ce phénomène cyclique et l'État reste toujours muet. Dabondi, quand les habitants risquent gros, c'est un reportage grand format signé Mohamed Amaro Camara et Ibrahim. On se croirait dans une de ces favelas du Brésil. Ici, c'est Dabondi, un des quartiers excentriques de la commune de Matam. L'environnement tel qu'on l'aperçoit est vallonné. Ces habitations construites sur ces falaises cachent obscurément un danger que les populations n'ignorent point. Il y a encore 2 semaines, les murs de certaines maisons se sont affaissés suite à une forte pluie qui s'est abattue sur Conakry. Mohamed Silla, au lendemain des torrents, s'est vu contraint à un sport pas recommandable. Ses escaliers ont cédé. C'était dans les environs de 20 h. On avait vu maintenant les escaliers qui étaient là. Et, comment dirais-je, il y a eu un déplacement au niveau des escaliers, donc ça a été tombé au niveau chez les voisins. Cet effondrement à cette période de forte pluie aurait été fatal pour ses voisins. Leur enfant, cette nuit-là, couché dans la chambre dont le mur s'est effondré, allait y rester. Une bonne partie de la chambre s'est écoulée. Par la grâce de Dieu, notre enfant a pu être sauvé. Nous l'avons extrait des décombres. Quand l'incident est survenu, nos voisins sont venus constater les dégâts. Il a fallu que les responsables et la gendarmerie interviennent pour que les murs soient reconstruits. Ce genre d'accident n'est pas à sa première. En 2016, une autre famille logée au pied de ces escarpements avait connu le même sort. Les dégâts étaient bien considérables. Muna yegor de ibangi na kabira muha bangi ma bangi sarana kana muha bangi me asali no muha demba yena ba la ba kana lowe fonu gi segaleri gali demba bi mbara mi na ku bangi na bire bangi ana bire ku alma giri ni tanga ba me ka sare na sa modeli fonu fren birina kala muna den ngandi yegor de na ye na nguru man na bori ga bangi bim man ye na ngura muma dongo manga sai no lidena hanne hamu mali ye goro de créer lande ala ko to ba makankan ala dannande fi na xamne luma menne mutam fa mali ngrana yiki donc hamu mali ye goro de ga fa ko to ye ga ba mo ha ba ngi kana fi. Ces accidents ne semblent pas décourager les populations alors qu'elles sont bien conscientes du danger qu'elles encourent. Chez Mohamed Silla, les escaliers qui ont cédé vont être reconstruits. Sa famille compte bien y rester, quoique. Nous sommes dans le danger ici. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, il n'y a pas eu la possibilité de chercher ailleurs. Donc tout le monde sait que les Guinéens ont vécu dans la misère, presque je vais dire comme ça. Donc on n'a pas la possibilité de chercher ailleurs, de rester là où s'habiter. Il faut qu'on demande, comment dirais-je, à l'État de venir au secours. Sur ces remparts, des habitations poussent encore aux grandes dames des autorités du département de l'habitat. Une situation qui inquiète aujourd'hui la responsable de Hermankono, un quartier riverain. C'est un calvaire. C'est un calvaire. Premièrement,
c'est un quartier, c'est des quartiers qui ne sont pas lotis. Donc les gens construisent n'importe comment. Vous allez voir qu'il n'y a pas de route dans le quartier. Peut-être que vous l'avez constaté. Il n'y a pas de route. Pourquoi? Quand les gens construisent, ils ne laissent même pas la place d'une route. Même avant-hier, il y a les maisons qui sont surplombées, qui tombent sur les autres. Même dans mon quartier. Ça se fait et à Makia, et à Dabondi et à Hermakono. Ça construit mal, les briques sont mal faites. Donc dès qu'il y a l'hivernage, il y a beaucoup de pluie, donc la maison tombe. Elle tombe sur la maison d'une autre personne. Manque de lotissement, construction anarchique, Dabondi semble avoir été souvent occulté par les projets d'urbanisation. Les fentes constatées sur les récifs ne garantissent aucune sécurité. L'éventualité d'un drame est perceptible. Pourtant, il pourrait bien être évité. Peut-on prévoir les grandes pluies et éviter qu'il y ait de catastrophes? La réponse est oui, mais faute de moyens techniques, on ne peut pas prévoir ce qui va se passer au-delà de 3 jours à la station de l'aéroport. Nous avons tenu à comprendre un peu plus vu que la journée ne nous a pas offert de soleil. Reportage Mamadou Saliouba et Bremasouri Kamara. Un paysage, tout comme une forêt. La journée du 22 août a préféré nous laisser dans l'humidité plutôt que sous le soleil. Personne ne se laisse guider par son ombre et les nuages annoncent d'autres pluies. Confirmation cet après-midi à la station de l'aéroport. On pourra attendre de fortes pluies en cours de nuit, dans la soirée d'aujourd'hui, en cours de nuit et demain dans la matinée. 960 mm rien que pour les 22 jours du mois d'août et au moins 141 mm de pluie sont attendus d'ici la fin du mois. À en croire le chef de la division du Centre météorologique national, Conakry occupe le 5e rang des zones les plus orageuses du monde, avec une capacité de prévention très faible. Ah, malheureusement, il y a des efforts fournis, mais maintenant, il faut beaucoup de choses. Ce n'est pas une petite affaire, ce n'est pas un problème d'une petite carte. Avec quelques machines, ici il faut dire que le service n'est pas autonome et tout dépend de la coopération internationale qui nous vient de temps en temps au secours. Tout dernièrement avec le FEM, le Fonds mondial de l'environnement, nous avons eu la possibilité d'avoir une douzaine de stations automatiques. Mais imaginez-vous, une seule station coûte près de $2000. Alors ce n'est pas l'État guinéen qui pourrait faire ça. Avec l'évolution technologique, rien ne sert de lever la tête et faire des préventions, mais c'est une méthode pas forcément négligée en Guinée, tant que le manque à gagner est immense. Le ministère du Plan avec d'autres départements ministériels ont lancé ce mardi des travaux de concertation sur la validation des données statiques de 2016, une étape qui intervient à la suite de la publication et de la vulgarisation des données de 2014 et de 2015 par l'Institut national des statistiques. Gibril Ba et Ibrahima Souri Souma. Il s'agit d'un document qui comporte plusieurs données. Ces données sont collectées par l'ensemble des départements ministériels. L'objectif est de les vérifier avant de les rendre fiables pour les utilités de développement. D'abord, il y a la loi statistique qui est là et que tous les cas sont passés devant la justice et de respecter cette loi statistique. Et cette loi statistique aussi demande à tous les services sectoriels de fournir des informations obligatoirement, toutes les informations officielles. La fiabilité des données statistiques résulte du recensement d'un certain nombre de projets de développement que l'État veut exécuter. Cette action des autorités nécessite des informations statistiques obtenues par les spécialistes. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir approvisionner les policiers en matière de logistique, en matière de matériel didactique, tout ça, il faut des bases statistiques, il faut des données statistiques. Parce qu'on ne peut pas, le bailleur de fonds ne vient plus maintenant pour donner main à main. Il faut qu'il passe par des institutions à travers les données statistiques. L'État guinéen, par le biais de la Direction nationale de la statistique, fournit des données pour tous les secteurs au moment opportun. D'où la nécessité du renforcement des capacités de tous les acteurs, une nouveauté qui prend forme déjà au sein du département du plan. Il y a 1001 manières aujourd'hui de vulgariser. Il suffit de le mettre maintenant que sur le site web et que ça soit vu par un Guinéen maintenant, par un Guinéen qui est à Singapour ou bien
à Washington. Alors que les objectifs sont nombreux, la collecte des données reste un vaste chantier et surtout leur mise à jour. Et comme je vous l'annonçais dans les titres, l'attente de l'autosuffisance alimentaire continue d'être un rêve pour la majorité des Guinéens. Sur le marché, on constate une montée vertigineuse des prix d'une certaine catégorie d'aliments de base. Autorités et opérateurs économiques se rejettent la responsabilité et les pauvres Guinéens en paient les frais. C'est un reportage de Makiso et de Ibrahima Kamara. Accéder aux denrées de première nécessité, voici un véritable calvaire pour les citoyens guinéens. Le sac de riz blanc qui se vendait à 240 000 est aujourd'hui acheté à 285 000. De même pour le sucre qui est passé de 290 000 à 350 000 francs guinéens. Quant au bidon d'huile de 20 litres, il était vendu à 200 000. Aujourd'hui, il se vend à 240 000 francs guinéens. Toutes ces denrées alimentaires sont pour la plupart importées de l'étranger par des opérateurs économiques qui accusent l'État guinéen de taxer ces produits au port autonome de Conakry. Les gens venaient acheter ici parce que les taxes n'étaient pas aussi ça au niveau du port. Il y avait héros suffisamment sur le terrain parce qu'ils viennent avec ça pour acheter. Donc pratiquement les commerçants n'avaient pas grand besoin de passer obligatoirement par la banque centrale pour acheter les devises. Vous comprenez? Parce qu'ils gagnaient des devises, les gens venaient directement acheter avec des devises. Bon, la population ne souffrait pas comme ça, comme maintenant là. Pour se justifier sur cet état de fait, le gouvernement guinéen indique que cette spéculation des prix sur le marché est volontairement orchestrée par des personnes de mauvaise foi. Mais qu'à cela ne tienne, le ministre du Commerce envisage des mesures appropriées pour une réglementation stricte des prix sur le marché. Il y a l'aspect réglementaire qui est à voir, mais il y a l'aspect aussi, je dirais, comportemental, selon les milieux. Et dans l'aspect comportemental, vous vous rendrez compte qu'en Guinée, à la veille ou bien pendant chaque période de grandes fêtes ou bien de Ramadan, il y en a qui se lancent dans la spéculation, augmenter démesurément les prix. Cette situation pourrait s'empirer dans les jours à venir, surtout à l'approche de la fête de Tabaski, et les populations continuent de tirer le diable par la queue. Des jeunes filles et garçons viennent de bénéficier de 3 jours de formation à Conakry. L'objectif est de leur permettre de participer aux instances de prise de décision. L'idée est d'une coalition d'acteurs de la société civile financée par l'Union européenne à travers le programme PASOK. Compte rendu Mamadou Kalissou et Ibrahima Souma. La jeunesse constitue la frange la plus importante du continent africain, mais elle est souvent écartée lors des prises de décision. C'est également le cas pour les femmes. Elles sont majoritaires sur l'échiquier social et public, mais malheureusement, elles souffrent toujours d'une certaine marginalisation quand il s'agit de la participation et surtout de l'accès aux instances de prise de décision. C'est dans ce cadre qu'à travers le financement de l'Union européenne, qu'on a jugé nécessaire d'appuyer 3 organisations que sont Femmes Jegip, le Rajgi et la COFIC pour travailler sur ces problématiques de l'accès des femmes et des jeunes aux instances de prise de décision. Résoudre ces problèmes passe forcément par l'implication des principaux acteurs qui sont les jeunes et les femmes. Nous sommes mieux placés pour dire nos problématiques, ce qui nous concerne. Donc à partir du moment qu'on nous implique, on parle de nos problèmes, je pense que ça va mieux porter fruit par rapport à ce futur plaidoyer qu'ils veulent mettre en place. Permettre à cette couche importante de la population de participer aux instances de prise de décision nécessite des préalables, la formation et la confiance en soi. Et cette demoiselle en est bien consciente. La formation permet de s'informer. Et lorsqu'on est vraiment s'informer, on n'a pas peur de parler. On est libre dans sa tête et on sait ce qu'on dit, on ne dit pas ce qu'on ne connaît pas. Actuellement, les jeunes et les femmes représentent la majorité de la population africaine. Leur place n'est pas donc sur le banc de touche, mais sur l'affiche du match, lance une autre demoiselle visiblement engagée.
Et puis sport, la boxe guinéenne est confrontée à un manque criard d'infrastructures et d'équipements. Cependant, la Guinée doit abriter le championnat d'Afrique de boxe de la zone, un tournoi auquel prendront part tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, à l'exception de la Mauritanie et du Cap-Vert, une situation très alarmante qui a poussé 2 ONG à prendre les devants pour attirer l'attention des mécènes sur la question. Reportage Alpha Omar Baldé et Mamadou Bangoura. Le manque d'infrastructures sportives en Guinée est un secret de polichinelle. Toutes les disciplines souffrent de cette situation et la boxe fait partie des plus touchées. Tous les soirs, faute d'espace, les pratiquants de ce sport se retrouvent dans un coin du gymnase du vieux stade du 28 septembre pour cogner dans des sacs usés. Cependant, dans moins d'une année, la Guinée doit accueillir les championnats d'Afrique de la Zone 2. Pour l'entraîneur de l'équipe nationale de boxe, la Guinée est loin d'être prête. Au courant de l'année 2018, nous devons accueillir le championnat d'Afrique de la zone 2. Actuellement, on n'a pas de salle, on n'a pas un ring et beaucoup de matériel qui vont avec la préparation de la boxe nous manque. Mais en priorité, il faut d'abord avoir une salle parce que la boxe se fait dans un espace couvert et sans la salle, là, ça ne va pas être facile de faire une bonne préparation. Soucieuse de la promotion de ce sport en Guinée, les structures Sony Castor Communication et Basket Guinée, en collaboration avec les autorités militaires, ont entrepris des démarches pour attirer l'attention des mécènes sur cette situation. C'était non seulement de rapprocher M. Darwin, qui a fait le palais des sports tout près, mais et l'autorité militaire, notamment dans sa partie sportive, afin de trouver un standing ou un ring spécifiquement pour la boxe, parce qu'il y a une absence de la boxe qui est notamment ressentie dans le pays. Les initiateurs de ce projet ont identifié 2 sites à cet effet. Ils espèrent une construction de la salle sur l'espace libre situé à l'entrée du Palais des Sports, qui mesure environ 300 mètres carrés, ou l'extension de l'ancienne salle de tir, autrefois dédiée à la gymnastique. En attendant qu'un sponsor se manifeste, les vieux sacs de boxe du Palais des Sports se détériorent sous les coups rageux des boxeurs exaspérés par leurs conditions. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information réalisée par toute l'équipe technique et rédactionnelle d'Espace TV. Merci à tous de l'avoir suivi et surtout merci de votre fidélité et bonsoir.